pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, dans un premier temps, donc ça sera entre Elisabeth et moi, je vais lui poser des questions et elle va répondre. Et si vous avez des questions, ça sera à la fin, vous poserez les questions dans le chat et moi, je poserai les questions à Elisabeth pour qu'elle puisse y répondre. Donc, aujourd'hui, nous avons Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour à tous. Donc, du refuge de Sacet. Donc, je vais vous laisser vous présenter un petit peu et puis présenter le refuge aussi à ceux peut-être qui ne le connaissent pas. Bon, ben, je vais passer mon enfance parce que ça n'intéressera peut-être pas grand monde, sachant cependant que dans les années 70, la SPA de Paris proposait des cours de soins animaliers. C'était tous les jeudis après-midi. Je vais avoir une dizaine d'années et j'y allais avec ma sœur. Et quand on revenait, ben, on s'exerçait à faire des pansements, des piqûres sur nos peluches. Et je pense que ça vient peut-être de là aussi, cet intérêt pour les soins aux animaux. Après, à 14 ans, à l'époque, on pouvait. J'ai travaillé en clinique vétérinaire. Et puis, ben, après, bon, je n'ai pas réussi le concours vétérinaire parce que bon, je n'étais pas assez douée. Et je suis passée en agro. Et puis après, bon, ben, j'ai fait tout à fait autre chose. Mais je suis quand même restée toujours dans le domaine animal. Donc, je suis devenue éducatrice canine en 2016 au club, au cercle cynophile de Romorantin. Et tout à fait par hasard, je suis rentrée au refuge de Sacet, qui s'appelait à l'époque SPA 41, en famille d'accueil. Famille d'accueil de chiens très âgés, inadoptables, qui passaient plus de… Le premier avait passé 9 ans au refuge, il est passé complètement inaperçu. Et j'ai eu jusqu'à 12 chiens en famille d'accueil, comme ça. J'en ai encore un certain nombre. Ce sont des chiens qui ne sont pas adoptables, ou en raison de leur pathologie, ou parce que ce sont des gros chiens ou des chiens un peu trop réactifs. Donc, je suis devenue famille d'accueil. Après, je suis rentrée donc, comme secrétaire adjointe au conseil d'administration. Et puis, au premier confinement de février, il y a la présidente a eu des soucis de santé et j'ai donc pris la présidence. Voilà. Donc, je suis éducatrice canine dans un cercle cynophile. J'ai monté un club de socialisation pour chiots et pour chiens un peu compliqués. Et puis, ben, en gros, c'est… Et je suis enseignante par ailleurs, quand même, parce qu'il faut assurer le côté alimentaire. Voilà. Merci pour cette présentation. Donc là, actuellement, vous êtes toujours famille d'accueil, c'est ça? Oui, je suis toujours famille d'accueil. À famille d'accueil, d'ailleurs, chiens, moutons, chèvres, j'ai une grande propriété. Et bon, ben, quand on a des animaux réquisitionnés, ben, quand c'est des… Bon, pas tous, parce on nous apporte aussi des lapins, des furets, même un walibi, paraît-il, le kangourou. On a eu ça aussi. Donc, mes moutons, chèvres, chevaux, oui, je récupère. D'accord. Et donc, par rapport au refuge, justement, est-ce qu'il recueille tout type d'animaux ou c'est vraiment, par exemple, Alors non, axé non, non. chien-chat? Ah oui, c'est chat et chien, mais ceci dit, quand on nous dépose des animaux, des nacs ou des animaux autres que les chats et chiens, on les garde le moins longtemps possible et on arrive à les replacer auprès des bénévoles, auprès des gens plus compétents que nous pour les soigner. D'accord. En famille d'accueil ou c'est vraiment Oh ben en non, on les fait adoption adopter. Non, on les fait adopter. À ce adoptée? moment-là, oui. D'accord. Du coup, ça va un peu pour ma deuxième question, qui est par rapport aux animaux qui sont à l'adoption. Comment, la plupart du temps, ils arrivent chez vous? Est-ce que c'est plus des gens qui les amènent? Est-ce que vous les retrouvez un petit peu devant la porte? Voilà, comment ça se passe? Euh, aussi, aussi. Alors, c'est surtout, on a une convention avec près de 70 communes du Loir-et-Cher et ce sont des animaux errants la plupart du temps. Donc, on a les animaux errants, on a les abandons, mais bon, par exemple, après le premier confinement, on a eu énormément de chiens de personnes malheureusement ou décédées
ou en hospitalisation ou en maison de retraite qui ne pourraient pas rentrer chez elles et qui avaient des chiens de petite taille, des petites races. Donc, on les a pris, bien sûr. On a des chiens, des animaux réquisitionnés parce que, par la gendarmerie. Alors là, ça pose beaucoup de problèmes parce que ce sont des animaux qui peuvent rester des années au refuge. Et le souci, c'est que quand le propriétaire passe au tribunal, le juge peut tout à fait décider de lui rendre ses animaux. Donc ça veut dire que pendant 2, 3, 4 ou 5 ans, on a subvenu aux soins de cet animal-là, qu'on n'a jamais pu faire adopter, bien sûr, puisque le propriétaire s'y opposait. Et du jour au lendemain, le propriétaire vient les rechercher. Donc ça, c'est très moyen, mais bon, c'est la loi, hein, on ne peut pas s'y opposer. Hein. En général, les gendarmes maintenant, depuis quelques années, font vraiment du bon boulot et le procès-verbal est assez éloquent pour que le procureur, en général, nous accorde le droit de les faire adopter. Donc ça c'est Mais bien. de toute façon, ça arrive quand même après le procès. Donc, si le procès met plusieurs années… Non, ça peut arriver avant. Ça peut arriver avant. D'accord. Oui, ça peut arriver avant. Alors, le souci que l'on a, comme tous les refuges, c'est le nombre de chiens catégorisés qui nous arrive. Et là, c'est une catastrophe parce que, bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'il faut une attestation de capacité à détenir un chien catégorisé. Il y a donc informer la mairie, l'accord de la mairie et toutes les contraintes qu'il y a à adopter ce genre de chien, qui sont, ma foi, très gentils avec les humains, qui sont un peu réactifs, mais pas plus qu'un malinois, mais n'empêche qu'ils sont catégorisés. Et les Rottweilers également. Donc là, ça nous pose problème parce qu'on en arrive à 17 que l'on aura beaucoup, beaucoup de mal à faire adopter. Donc, le fait d'avoir… pardon. Le fait de devoir pitbulls, avoir en fait, cette… Oui. hein. Et du coup, les gens se sentent moins d'avoir ce type de chien. Il y a tellement de contraintes pour les faire adopter que déjà par rapport à un chien de grande catégorie, costaud et tout, boxer par exemple, les gens n'hésitent pas. Hein. Non, il y a énormément de contraintes pour ces chiens catégorisés. Alors c'est justifié en fonction de l'utilisation qu'on en fait. C'est-à-dire que, faut pas rêver, ce sont des chiens de combat ou des chiens qui servent à des trafics. Mais ce n'est pas justifié vu la nature de ce chien qui est vraiment, ce sont des chiens, c'est comme on dit, des boules d'amour et des boules de muscles. Hein. Mais il n'empêche que c'est vrai que quand ces chiens-là se battent, ils verrouillent. C'est-à-dire que c'est très, très difficile de les faire lâcher. Mais on trouve quand même des familles qui sont tout à fait responsables et qui arrivent à avoir ce genre de chien tout en passant l'attestation chien catégorisé, la stérilisation. De toute façon, on est tenu de les faire adopter stérilisés avec une évaluation comportementale déjà. Et on ne les fait pas adopter, on ne les fait adopter que les chiens LOF, donc ceux qui sont reconnus avec pédigré. Les autres, donc les fameux pitbulls, on a fait des contrats de garde. Donc, c'est des contrats de famille d'accueil spécifiques à ces chiens-là. Sachant également que les assureurs ne veulent plus les assurer à partir de 8 ans. Donc, du coup, on est coincé avec nos vieux pitbulls. La politique, c'était une de vos questions, d'euthanasie n'existe pas chez nous. On ne fait euthanasier un animal que vraiment, quand il n'y a pas d'autre solution, et sur avis de 1 ou 2 vétérinaires. C'est jamais nous qui décidons. Alors, les pitbulls ont souvent un problème neurologique dû à la consanguinité ou autre chose. Ils ont un problème neurologique qui fait que malheureusement, on a dû en faire endormir. Mais c'était vraiment, vraiment la mort dans l'âme d'abord, et ensuite parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Oui. Alors maintenant, j'ai bien plombé l'atmosphère. Non, c'est vrai que non, après, c'est une question… malheureusement, c'est pas que pour les chiens adoptés. Hein. Toutes les personnes qui ont des animaux sont face à cette question un jour ou l'autre, hein, malheureusement.
Et au niveau du refuge, je vais vous parler, là, vous avez 17 chiens que vous avez des difficultés à faire adopter. Vous Oui, avez une plus, capacité. plus, plus les Malinois, parce que du coup, quand les Rottweilers ont été catégorisés, quand les Pitbulls ont été catégorisés, les gens se sont reportés sur des Malinois. Donc, pour des raisons plus ou moins avouables, disons, souvent pour des trafics, pour avoir un chien de défense, pour avoir… Le problème dans le Malinois, c'est, je ne vous apprends rien, c'est un chien extrêmement réactif qui est malheureusement vendu souvent à des gens qui voudraient un chien de famille. Or, le chien de famille canapé, le Malinois, c'est très rare. Il n'y en a pas encore vraiment beaucoup. Donc, ça veut dire que ces gens qui ont une famille avec des enfants, qui ont un boulot, qui rentrent le soir fatigués, ils rentrent à la maison et ils ont un Malinois qui a dormi toute la journée, qui est en pleine forme et qui a besoin de ces 5 heures d'activité par jour. Et quand je dis activité, ce n'est pas des petites balades. C'est-à-dire, c'est vraiment du travail, c'est de la recherche, c'est les gens qui font du sport, du jogging, du vélo, c'est déjà mieux, mais il faut aussi des activités mentales. Et ça, malheureusement, la plupart des adoptants ne le font pas. Tout le monde ne va pas dans un club canin. Et donc, ce qui arrive, ce sont des troubles du comportement. Donc, le chiot, quand il a 2-3 mois, ça va, c'est mignon. Quand il a 5-6 mois, ça devient l'ado turbulent. Et alors après, ça devient le chien absolument ingérable. Et on récupère nous, des Malinois ingérables. Alors, ça va qu'on a des bons éducateurs dans nos soigneurs qui arrivent à les rendre beaucoup plus sociables, beaucoup moins réactifs. Notamment, je pense à la morsure redirigée, c'est-à-dire qu'un Malinois, entre autres, hein, ça l'apaise de mordre. Donc, c'est pour ça qu'ils ont toujours souvent un objet, un jouet, quelque chose dans la gueule. Ça les apaise de mordre. Le problème, c'est quand un Malinois est frustré, s'il ne peut pas mordre le chien qui est en face, il se retourne souvent contre la personne qui est derrière. Non pas qu'il soit méchant, mais il a besoin de mordre. Donc, c'est là qu'il y a un accident pour les gens qui ne s'y connaissent pas assez. Mais ça, bon, vous le savez. Hein. Oui, c'est pas toujours évident. La manière dont les personnes choisissent les chiens, ça peut créer ensuite des problématiques. Et bon, c'est les refuges qui récupèrent souvent les cas. Et il en est de même d'ailleurs des chiens qui ont été adoptés après le premier confinement, qui étaient chiots, que les gens ont pris parce qu'en fait, c'est vrai qu'au premier confinement, les gens étaient chez eux, il faisait beau, ils avaient l'autorisation de sortir le chien. Donc là, on n'a pas eu du tout d'abandon à ce moment-là. Vraiment pas. Après le confinement, dès que les gens ont pu, ils ont pris des chiots qui ont maintenant 6, 7, 8 ou plus et qui sont devenus des ados ou des adultes. Le problème, c'est qu'au deuxième confinement, il faisait nuit, les gens devaient travailler et encore une fois, ils rentraient chez eux après une journée de boulot quand il faisait nuit et le chien ne demandait qu'une chose, c'est travailler ou sortir. Et ce n'était pas le cas. On a eu récupéré après le deuxième confinement des gros chiens, gros gabarits, très réactifs en appartement et pas qu'un. Donc vous vous rendez compte un peu? C'est inimaginable, inimaginable. Et donc ces chiens-là, on arrive à les faire adopter parce que les soigneurs s'en occupent et les font travailler et les sortent et les socialisent et les rendent beaucoup plus adoptables que s'ils étaient passés directement de l'appartement à l'adoption. Il y a un travail phénoménal du côté des soigneurs, ce qui fait que quand un chien arrive, souvent, on ne peut pas le faire adopter avant plusieurs mois. D'accord, plusieurs mois. Vous le gardez. Après, tout dépend, je suppose, de son comportement, de ce qu'il a pu vivre, de son caractère. Tout à fait, tout à fait. Quand on a, au premier confinement, donc les chiens âgés dont je vous parlais, de personnes âgées, c'était des petites races, des pinschers, des pékinois. Ça, par contre, ils partaient, mais très, très… Les Yorkshire, les gens se seraient battus, quel que soit son âge, pour un Yorkshire. En plus, c'était des gens qui étaient habitués à rester avec des personnes plus ou moins âgées, qui les câlinaient beaucoup. Donc ça a été. Mais je vous parle des autres chiens.
les autres chiens qui seront Mmh. beaucoup plus réactifs, beaucoup plus dynamiques. Et ça, il faut leur assurer absolument une vie en fonction de leur nature, de leur race et puis de leur activité, de leurs besoins De physiologiques, tout leurs besoins. simplement. Hein. Ah ben oui. Ouais. Et donc au niveau, justement, vous parliez des bénévoles, donc vous avez des éducateurs qui gèrent les animaux le temps de pouvoir, les faire adopter par la suite. Alors, c'est pas forcément les bénévoles, c'est surtout nos salariés. Parce qu'on a une dizaine de D'accord. salariés, et dans les salariés, il y en a qui s'y connaissent quand même pas mal du tout. Pour en avoir chez eux déjà, et pour, à force de travailler avec ces chiens-là, et en plus pour un salarié, le fait de connaître ce genre de chien réactif, c'est très utile pour lui parce que c'est quand même lui qui est en contact avec eux au niveau des soins. Quand il nettoie le box, le chien est lâché, il faut qu'il puisse absolument, et ça c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste, les signaux de communication des chiens. Ça va très vite, un signal de communication, mais si on ne le détecte pas tout de suite, ça peut être l'accident. Hein. Et c'est ce que les gens ne maîtrisent pas en général. Les adoptants ne maîtrisent pas les signaux de communication. D'ailleurs, pour la petite histoire, un de nos chiens, un berger, un Groendal, a été adopté. Et quelques temps après, l'adoptant m'appelle en disant, écoutez, il est gentil ce chien, mais il me montre les dents, donc je ne vais pas pouvoir le garder. Heureusement qu'on va aussi sur place. Donc, je suis allée sur place, le chien lui souriait. Vous vous rendez compte? Il lui Mmh. souriait. Et il allait le ramener parce qu'il lui montrait les dents. Et depuis, ben, c'est le grand amour entre eux. Hein. Donc, c'est très, très utile aussi que l'on se déplace quand il y a un souci, d'abord, on répond immédiatement quand il y a un souci, hein, que l'on se déplace et qu'on aille voir exactement sur les terrains ce qui se passe. Là, il y a une dame aussi, elle avait un tervuren. Bon, elle venait de le récupérer, sa voisine étant décédée. Elle me prévient, il faut le faire euthanasier parce qu'il m'a mordu. Comment vous a-t-il mordu? Eh bien, elle était en train de manger et il y a des croquettes qui sont tombées de sa gamelle. Je les lui ai ramassées. Je lui ai dit, mais pourquoi vous vouliez lui piquer ses croquettes? Ah, mais non, pas du tout. Ben, si, madame, pour le chien, vous vouliez lui piquer sa bouffe. Mais c'est incroyable. Et on euthanasierait ou on se débarrasserait d'un chien pour ça. Alors, depuis ce temps-là, ça se passe très bien. En fait, les gens ont Il y a besoin un vrai manque d'informations. de Oui. Ils mmh. ont besoin d'informations, ils ont besoin de regarder des tutos, ils ont besoin qu'on leur parle aussi beaucoup, beaucoup. Et alors, quand il y a une adoption qui se fait au refuge de Sacey, on a une convention avec le club canin de Romorantin, le cercle cynophile, de 3 séances découvertes. Donc, ce qui nous permet, comme je suis aussi éducatrice là-bas, de voir les chiens et surtout d'en discuter avec les propriétaires. Donc, tout de suite, on arrive, dès qu'il y a le moindre souci, on arrive à donner des solutions, hein, ou surtout à trouver des explications. Et autre chose aussi, quand le chien a besoin de socialisation, dans ces cas-là, c'est dans mon club de socialisation qu'il vient. Et là, pareil, on trouve des solutions. Le chien renoue les signaux de communication avec d'autres chiens. Parce qu'en général, quand quelqu'un achète un chien, le chien vient d'un élevage, d'une fratrie. Donc, il avait tous les signaux de communication. Quand il se retrouve chez les gens, il se retrouve souvent tout seul pendant plusieurs mois. Et c'est là qu'il risque de perdre ces fameux signaux de communication. Et après, les gens s'étonnent que quand ils se promènent avec lui, ben, il se jette sur les clôtures. Donc, le fait de retrouver, de renouer avec des chiens particulièrement bien équilibrés, qui arrivent à anticiper et à calmer, à sécuriser le nouveau chien, c'est très, très, très utile. Donc voilà, on ne lâche pas les gens dans la nature parce qu'ils ont adopté un chien chez nous. Hein. On les suit. On fait du suivi par téléphone. On les prévient que s'ils ont le moindre problème, ils peuvent nous prévenir. Adopter, c'est bien, mais adopter bien, c'est mieux quand même. Hein. Pour le chien Mmh. surtout. Ouais, c'est sûr.
Et pour en revenir à la question que vous allez me poser, le protocole d'adoption, c'est depuis que je suis là, c'est surtout, c'est arrivé avec le premier confinement, un questionnaire. Donc un questionnaire très détaillé qui permet aux gens qui sont intéressés par un chien de nous expliquer dans quelles conditions de vie il sera détenu. Et quand on s'aperçoit que ça ne correspond pas du tout, on les reçoit évidemment. En plus, on leur donne un rendez-vous. Ils ont un soigneur qui, pendant plus d'une heure, peut s'occuper d'eux en particulier, ce qui est vraiment formidable. Et on leur dit, écoutez, ce chien-là, évidemment, vous l'avez vu sur photo, vous avez le coup de cœur sur photo, mais ça ne le fera pas, mais on va vous expliquer pourquoi ça ne le fera pas. C'est un chien qui n'est pas sociable, disons qui n'est pas sociable avec... il y a des risques avec les enfants en bas âge, il y a des risques avec vos chats, c'est un chien qui a besoin d'énormément d'éducation, vous travaillez toute la journée, il n'aura pas assez d'activité, etc., etc. On leur explique pourquoi. Et les gens le comprennent très bien. Quitte, puisqu'on a le questionnaire, à les réaiguiller sur un autre chien qui conviendrait mieux. Les chats, c'est plus facile, parce que bon, il n'y a pas ces activités, il n'y a pas, on peut aller travailler toute la journée, le chat, s'en portera pas trop mal de l'absence de son propriétaire, du moment qu'il est là à un moment donné pour le câliner, mais les chiens, c'est très compliqué, très, très compliqué. Oui, je pensais justement aux chats. Oui, vous avez quand même... Enfin, c'est moins problématique, entre guillemets, au niveau des adoptions. Ça se fait plus facilement pour les chats que pour les chiens. Alors, oui, mais non. C'est-à-dire que le problème, c'est quand un animal arrive, que ce soit un chat et un chien, il a souvent énormément de pathologies. Mais alors, vraiment énormément. Pour les chats, FIV, diabète, vraiment coryza. Donc là, on a énormément de frais sur les animaux qui arrivent. Ça, c'est sûr. Les chiens, pareil. Les chiens, ça peut être des tumeurs, ça peut être des pattes cassées, ça peut être plein de choses comme ça. Donc, les chats, on les soigne, bien sûr. Un chat diabétique, on le soigne. Un chat FIV, on le garde, parce que je sais qu'il y a certains endroits où on ne les garde pas. Parce qu'en fait, un chat FIV est tout à fait adoptable. Il y a des gens qui n'auront pas d'autres chats, donc il n'y a aucun souci. Du moment qu'ils font certaines précautions. Ils ont certaines précautions, il n'y a aucun souci pour avoir un chat FIV. Et après le premier confinement, il y a eu vraiment une ruée sur les chats. On a fait adopter des chats diabétiques, des chats FIV, des chats vraiment pas très esthétiques, n'est-ce pas, en raison de leurs blessures, et parce que les gens ne voulaient pas rester seuls. Alors, autant on a eu des abandons de chiens que l'on a eu vraiment beaucoup d'adoptions de chats. Et vraiment beaucoup. Donc ça, c'est bien, parce que là arrive le printemps avec les chatons qui vont revenir. Et là, actuellement, on n'a plus que 42 chats, alors on est monté jusqu'à près d'une centaine. Ah oui. Donc là, c'est vraiment... Et les chats qui sont à socialiser, on les met en famille d'accueil. Et ça marche très bien, parce qu'à partir du moment où un chat, vous vous consacrez à un chat, vous vous en occupez plusieurs fois par jour, on arrive à les faire adopter à partir des familles d'accueil. Et puis, on a monté aussi un chalet réservé aux chatons. Donc, quand on a des chatons, là, on n'en a plus, mais quand on a des chatons, comme on en aura au printemps, on les met tous ensemble, une fois qu'ils ont leur deuxième vaccin, on les met tous ensemble, et c'est drôlement sympa de voir une sorte de centre aéré pour chatons. C'est vraiment sympa. Oui. Et donc, ils gardent leurs signaux de communication. Oui, comme ça, ils ne sont pas tout seuls. Oui. Alors, alors les chiens âgés, on arrive à les faire adopter parce qu'on a un contrat, une convention opération doyen avec la Fondation 30 millions d'amis. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Fondation 30 millions d'amis prend en charge jusqu'à 600 € de frais vétérinaires pour un chien adopté, mais de plus de 10 ans. Donc, ça permet que tous les soins, vaccins et tout ça puissent ne puissent pas être à la charge du propriétaire. Donc ça incite plus facilement les gens à adopter des animaux âgés qui...
Parce qu'un chien de 10 ans peut encore vivre 2, 3, 4, 5 ans, hein. Et bon, il est plus Oui. calme, il est plus, et ça convient parfaitement bien à certaines personnes. Donc là, ça c'est bien. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Après, bon, on a des petits chiens aussi. Alors, ils sont réputés un peu mordeurs, vous savez, parce que les petits chiens qui ont tellement l'habitude d'être pris dans les bras, souvent, ils font de l'hyperattachement. Donc ça, on prévient bien les adoptants. L'hyperattachement, ça se gère, mais il faut être très, très vigilant. On arrive quand même à les faire adopter, hein. Mais il y a des gens qui sont vraiment conscients, hein. Souvent, ce sont à des bénévoles qui s'en sont occupés, donc qui les connaissent bien, qui connaissent bien leur comportement et leurs réactions. Donc là c'est. Donc on arrive en fait à faire adopter beaucoup de chiens, hein. Même s'ils sont vieux, même s'ils sont âgés, même s'ils sont réactifs, même s'ils sont souffrants, hein. Après, comme vous avez un accompagnement, c'est vrai que déjà, l'adoptant ne se sent pas tout seul. Oui, oui. Et puis, vous pouvez expliquer, accompagner Oui, oui. au moindre problème, quoi. Tout à fait. On privilégie d'ailleurs les adoptions locales, enfin locales, disons, au moins le plus près possible de notre refuge, pour justement pouvoir retourner voir les gens s'il y a un souci, hein. Mais souvent, c'est vraiment qu'une information. Après, ça va. Et puis, on a des nouvelles par le Facebook, on a des nouvelles par téléphone. On a vraiment beaucoup de nouvelles des adoptants, hein. C'est Donc, toujours agréable de voir que l'aventure continue bien oui, pour eux, oui, oui, pour tout les à fait. animaux à ce refuge, quoi. Oui, oui. Et c'est vrai que Et justement, par rapport... depuis qu'on a ce questionnaire et qu'on cible beaucoup mieux les adoptants ou les chiens par rapport aux gens, on a beaucoup, beaucoup moins de retours, hein. Vraiment beaucoup moins. D'accord. Ça, c'est... Justement, quels sont les types de questions à se poser avant d'adopter un animal? Voilà, si moi je vais adopter, qu'est-ce qu'il faudrait que je me pose comme question avant même, on va dire, d'aller au refuge? Alors, avant même d'aller au refuge, on les pose souvent justement, quand le soigneur s'occupe du futur adoptant. C'est est-ce que l'adoptant et sa famille, surtout sa famille, pourra subvenir donc aux besoins physiologiques du chien. C'est-à-dire que s'il y a des enfants en bas âge, vous savez comme moi qu'un chien ne reconnaît pas un enfant en bas âge comme vraiment euh, un humain, c'est-à-dire qu'un adulte, il détecte parfaitement bien les adultes. Un enfant de 2-3 ans, il a une démarche un peu malhabile, il a une voix, il crie quelquefois, il a une voix un peu pointue, il a des gestes un peu saccadés. Donc, le chien ne peut pas toujours reconnaître l'enfant. Au niveau de la hiérarchie, un enfant n'est pas, disons, est souvent pour un chien en dessous de lui. Donc, il peut être tout à fait inoffensif vis-à-vis d'un chien, mais vis-à-vis d'un enfant. Mais si l'enfant a un comportement qui l'agace, ou par exemple, le type même, c'est l'enfant qui touche au jouet du chien, l'enfant qui touche à la gamelle, l'enfant qui touche au chien quand il dort, et là, forcément, le chien se retournera. Donc, moi, ce que je veux absolument, c'est que les enfants soient éduqués. Donc, quand quelqu'un a déjà eu des chiens, c'est facile. L'enfant a déjà eu un contact avec un chien, donc forcément, il sait ce qu'il doit faire ou ne pas faire. Quand un enfant est ado, c'est moins compliqué, mais il faut encore que l'ado, ait les mêmes mots pour le chien, les mêmes ordres. Parce que, comme me disent les parents, dès que j'ai le dos tourné, l'ado fait monter le chien sur le canapé. Donc, quand le parent arrive, qu'est-ce qui se passe? Il fait descendre le chien, pas forcément en négociant, je vous dirai ce que je pense de la négociation avec le chien après, mais en le tirant par le collier. Et que fait le chien? Il ne comprend pas, donc il peut se retourner. Alors, ce que je préconise, moi, c'est qu'on négocie toujours avec un chien. C'est-à-dire, le chien est sur le canapé, on ne veut pas qu'il soit sur le canapé, ok, tu n'es pas sur le canapé, mais je te donne une friandise ou quelque chose de beaucoup plus important que ta place sur le canapé. Donc, et ça marche vraiment très bien. Tu m'as piqué ma chaussette, d'accord, je ne te tire pas la chaussette parce que sinon, tu aurais l'impression que je veux jouer avec toi. Donc là, dans ces cas-là, c'est super, hein.
mon maître, il joue avec moi, donc je tire d'un côté, il tire de l'autre. Et en plus, comme il s'énerve, c'est encore plus marrant. Mais je t'échange la chaussette contre une friandise. Alors, je sais que les friandises, on est pour ou on est contre, mais dans certains cas, c'est très utile. Et puis en plus, c'est pas non plus à tous les coups, hein. Après, il y a le jeu, après, il y a simplement le plaisir du chien d'entendre son maître le caresser, le féliciter et puis le caresser, hein. Ça suffit. Mais quand c'est un Le chiot, but, c'est par vraiment exemple, de proposer. oui, Oui. de négocier. On fait un échange. Les chiots, vous savez qu'ils ont des dents pointues et qu'ils ont besoin de mordiller. Ils ont besoin de mordiller parce que ça leur fait du bien. Et comme je disais tout à l'heure, ça rassure un chien, ça le calme de mordiller. Donc, un chiot vous mordillera forcément. Et bien, là aussi, vous négociez. Donc, c'est le non. D'abord, vous piaillez très, très aigu, comme feraient les autres chiots dans la fratrie. Et même avec un adulte, ça marche. Vous piaillez, aïe, très aigu, et après, vous lui dites non, et vous lui proposez quelque chose d'autre à mordiller. Et ça marche aussi. Je l'ai fait avec un Malinois de 8 ou 9 mois qui, dans sa tête, avait que 3 mois pour le jeu, parce qu'il n'avait jamais joué entre 3 et 9 mois. Et par contre, il avait des dents d'adulte. Donc, c'est vrai que j'ai eu les mains qu'on saignait un bout de temps, mais ça a marché. Et ça marche encore. Au bout d'un an, ça marche toujours. C'est non, non, ou aïe, et ça marche vraiment bien, hein. Il y a des petits trucs comme ça qu'il faut savoir et on en informe les adoptants. D'ailleurs, ils ont un petit protocole de recommandation pour une adoption réussie, où on leur dit tout ce qui peut se passer et tout ce qu'il ne faut pas faire, parce que le chien ne comprendrait pas. Et on leur explique surtout pourquoi le chien réagira comme ça. Parce que les gens ont une représentation mentale de ce que pense un chien, des réactions, du comportement d'un chien, qui ne sont pas du tout celles d'un chien. Un chien a une logique de survie. La survie, c'est la nourriture, c'est la fuite et c'est la tranquillité quelque part. Si vous ne respectez pas au moins ces 3 paramètres, bon, sachant qu'il y a aussi la reproduction, mais là, malheureusement ou heureusement, les humains gèrent, hein. Mais si vous ne respectez pas la nourriture, la fuite et la tranquillité, il y aura des problèmes avec le chien. Alors, quand on me dit j'ai mis son panier en dessous de la télé au milieu du salon, oui, mais non, ça ne marchera pas. Sous l'escalier, c'est très bien. Un endroit où un peu caché, c'est très bien. Et surtout, on lui fiche la paix. Et le panier n'est pas la punition. Quand vous êtes fâché après votre chien, vous ne le mettez surtout pas au panier, parce que ça n'aurait aucun sens. Donc, il y a les gens la plupart des gens le comprennent, ça. Donc, c'est juste de l'information, en fait. Oui. Après, c'est un apprentissage que l'adoptant doit faire pour comprendre le comportement de l'animal. C'est vrai que l'humain a souvent tendance à penser, à faire penser l'animal comme lui. et sauf que ça marche pas comme ça. Donc, Non, non, ça ne marche pas comme ça. Alors vous avez des chiens où vous n'aurez jamais d'ennui avec, hein, mais malheureusement, les 3/4 des chiens sont des chiens, c'est tout, hein. Donc à partir du moment, on se pose moins de problèmes avec les chevaux en fait. Parce qu'on sait qu'un cheval, bon, il réagira d'une certaine manière, il aura besoin de telle ou telle chose, mais pour les chiens, je ne sais pas, c'est peut-être de l'anthropomorphisme, mais les gens vraiment considèrent qu'un chien réagit comme eux, ou alors qu'un chien doit obéir, point final. Et ça, c'est pas non plus. Oui, oh bah, il obéira, hein, par la force, il obéira, hein. Vous mettez un collier électrique, un chien, il obéira, mais à quoi ça sert? À quoi ça n'a pas de sens. Parce que obéir à la contrainte ou à la douleur, ça n'a pas de sens. oui, Voilà. là-dessus, on se rejoint. Je pense qu'il Ah n'y a ben pas de j'en suis souci. sûr. J'en suis sûr. Donc, oui, j'avais la question par rapport avec le confinement et tout. Est-ce qu'il y avait eu une hausse des abandons, au contraire des adoptions? Et vous avez un peu répondu tout à l'heure. Oui, C'est-à-dire que c'est plutôt au deuxième confinement que vous avez vraiment oui, eu oui, des oui. abandons pour les chiens, malheureusement. Mais Et par contre, des vous avez eu plus adoptions pour les d'adoptions. chats. Oui, tout à fait, tout à fait. Bon, c'est une balance, malheureusement, pour les uns qui Bah, n'est tant pas mieux pour les chats, très. hein.
Mais bon, C'est ça. ceci dit, c'est comme c'était en général des jeunes chiens de 8 ou 9 mois, on arrive quand les conditions sont requises, c'est-à-dire au minimum un jardin, évidemment. Après, des gens qui sont vraiment à l'écoute. Une famille, c'est bien parce que comme ça, les enfants peuvent jouer avec. Il y a toujours quelqu'un pour promener le chien. Des sportifs, c'est bien. Les jeunes retraités, ça, c'est formidable. Un jeune retraité a le D'accord. temps. Alors là, vraiment, ce sont vraiment presque les adoptants idéaux. En Même plus, ils pour un sont, chien, assez dynamique, bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce qu'un chien dynamique ne veut pas forcément dire un chien qui tirera comme un malade en laisse, hein, ou un chien dynamique est un chien qui a besoin d'activité. Si vous lui fournissez assez d'activité mentale, comme par exemple ce que je leur dis, faites chercher des friandises à votre chien. Vous avez un jardin, faites un chemin tous les mètres, tous les 2 mètres, vous mettez une friandise, mais vraiment une friandise appétante, hein. Vous faites une sorte de labyrinthe, vous planquez la friandise, vous lâchez le chien. Le temps qu'il retrouve sa friandise, ça met en jeu énormément d'aires cérébrales qui ne sont pas activées quand c'est la simple promenade en laisse. Il y a ça, vous cachez, mais c'est tout simple, vous cachez une friandise sous un pot de fleurs. Et bien au début, le chien doit chercher comment. Il sait où est la friandise, mais il ne sait pas comment l'atteindre. Il y a plein de trucs comme ça. C'est vraiment à l'infini que l'on peut jouer avec un chien. Vous cachez son jouet, vous cachez quelqu'un si vous avez un jardin assez grand, vous cachez quelqu'un. Non, il y a plein d'activités. Il y a plein de tutos d'ailleurs là-dessus, hein. Et faire travailler le chien mentalement, ça le fatigue énormément. Et mmh, puis en plus, il y a autre oui, c'est chose aussi important. ah ben c'est fondamental. Quand vous partez travailler, mettez donc un vrai os de boucher, vraiment le vrai os, donnez-lui ça. Ça l'occupera à ronger plusieurs heures et en plus, ça le sécurisera également. Ronger un os, ça libère des endorphines. Donc, ça le libérera, ça le rassérénera et en plus, il sera vraiment content que vous partiez travailler. Parce qu'il sait qu'il aura une récompense à la hauteur de vos départs. Si vous n'avez pas d'os, vous prenez un Kong, vous le remplissez de pâté, vous le mettez au congélateur. Le temps qu'il dégèle, il y aura au moins 1 ou 2 heures de passé. Et après avoir rongé un os, le chien dort, hein. C'est à tous les coups, ça marche. Mmh. Et après, c'est connaître et apprendre des techniques, des astuces Exactement. pour faire des activités avec son chien et pas d'ailleurs, pas forcément des activités auxquelles on pense au premier abord, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser, voilà, la Promenade. balade, aller le faire Voilà. courir et cetera, alors qu'il y a d'autres manières Tout à fait. de Tout faire à se fait. dépenser son animal. Mmh. Et la socialisation a de ça de bien que le chien est en liberté, il court avec d'autres chiens, il joue bon, la fameuse corde. Quand un chien ou un humain et un chien prennent une corde, chacun à son extrémité. Bon, vous savez que c'est la chasse en fait, c'est la fameuse proie que les animaux ont réussi à chasser, à s'approprier et que l'autre naturellement veut piquer. Donc ça, c'est très bien. Jouer à la corde avec votre chien, ce n'est pas ça qui fera qu'il chassera plus que ça. Au contraire. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est vous qui initiez le jeu et c'est vous qui le terminez. Donc l'idéal est que l'humain ait ses propres jeux à lui. Le chien a ses jouets, il joue avec les enfants de la famille, etc. Il joue. Quand c'est l'adulte qui s'en occupe, l'adulte a ses propres jeux. Donc, il a sa corde, il a son Kong, voilà. Quand il prend la corde, c'est lui qui commence. Donc, il tire d'un côté, le chien tire de l'autre, et à un moment donné, c'est stop. On négocie le stop. Tu me rends ma corde, je te donne une friandise, on range la corde. Et ça change énormément de choses. Parce que ça veut dire simplement que le chien a sa place de chien. Si c'est le chien qui commence à jouer et que vous continuez, c'est lui qui aura disons, je ne parle pas jamais de chef de meute, je parle de supériorité hiérarchique, puisque c'est vous qui accédez à son jeu. Quand un chien monte sur un canapé et qui vous empêche d'y aller, il est votre supérieur hiérarchique. Vous voyez ce que je veux dire au niveau de la hiérarchie. Parce que Oui, oui, le oui. chien Mmh. fait partie d'un groupe social, il ne fait pas partie d'une meute. Si un chien faisait partie d'une meute, quand vous en avez plusieurs,
Il ne changerait pas sans arrêt d'endroit où se coucher. Vous devriez toujours servir le chef de meute en premier, alors que là, bon, quand des chiens sont sociables entre eux, ils vont d'une gamelle à une autre. Il aurait une place complètement supérieure à tout le monde. Un chien fait partie d'un groupe social, il arrive à dormir avec un autre chien, alors que si c'était une meute, il dormirait tout seul à la meilleure place. Il se servirait sur les femelles en premier, etc., etc. Un chien fait partie d'un groupe social parce qu'il partage. Et en plus, il a besoin des autres. Et ça, il faut le comprendre. Et donc, si le chien est supérieur au niveau de la hiérarchie, c'est vous qui habitez chez lui, c'est plus lui qui habite chez vous. Et ça, il faut vraiment qu'un chien reste à sa place de chien. Je ne sais pas si c'est très clair, mais vous voyez un peu l'idée. Oui, oui, bon, je pense. Après, si c'est pas clair, les gens pourront poser des Ils questions diront. dans le chat. Ils le diront. N'hésitez pas. Voilà. J'avais aussi des questions, alors peut-être un peu plus pragmatiques au niveau du coût financier que peut avoir, par exemple, soit un chien ou un chat par mois. Est-ce que peut Quand il représenter arrive. pour s'il y a des gens voilà, qui peut-être ne se rendent pas forcément compte de ce que ça implique, etc. Euh, Alors, Est-ce que... bon, oui, oui, oui. Il faut Non, savoir bah, que… Oui, finissez votre question alors. non, non, mais c'était juste C'est ça, bon? voilà, avoir un petit peu, surtout par rapport au refuge, en fait, quelle est l'enveloppe budgétaire que ça représente? Énorme. Alors, il faut savoir que le refuge de Sacey est un refuge privé. Donc, ça veut dire qu'on ne vit que sur les cotisations des adhérents, que sur les legs, les donations et les conventions avec les communes. C'est-à-dire qu'une convention avec une commune, c'est qu'il y a quelques centimes par habitant qui nous est reversé. En contrepartie, on récupère les chiens et les chats errants de ces communes. Alors, le problème, c'est que comment arrive un animal? S'il arrive en bonne santé, il n'y a que les frais de vaccination et d'identification à faire. Donc, c'est consultation veto, ça peut être la stérilisation générale pour la chienne. Donc, disons qu'à l'arrivée, on sait qu'une chienne nous coûtera à peu près 250 € et un chien un peu moins, puisque la castration coûte moins cher. En plus, on a quand même des prix chez nos vétérinaires. Disons 150 €. Mais quand l'animal arrive avec des pathologies, alors là, c'est tout à fait autre chose. Parce qu'il y a opération, il y a suite de soins, il y a. Et là, c'est affreux. Là, ça peut être 1000, 2000, 3000 € pour un chien. Donc, Ouais. comme encore une fois, on les fait soigner, et ben, on est toujours un petit peu sur la corde raide, toujours. Et Mais comment vous fonctionnez justement par rapport à ça? Vous faites des on campagnes de jongle. dons pour les opérations Oui. ou On a des collectes. Alors, on a des collectes quand on peut. Là, c'est vrai qu'avec les confinements, c'était très réduit. Donc, on a des collectes dans des supermarchés qui le souhaitent, où les gens peuvent. Alors, on demande quand même certains produits parce que, si vous voulez, on ne peut pas donner n'importe quelle croquette à un chien parce qu'il aura des problèmes de transit. Il faut absolument que ce soit toujours les mêmes croquettes. Pas forcément d'excellente qualité, mais toujours les mêmes. Donc, on demande une certaine marque de croquettes, on demande des litières, on demande de la pâtée. Donc ça, les caddies dans les collectes marchent très, très, très bien. On a aussi la Fondation 30 millions d'amis qui nous donne 2 ou 3 palettes de pédigrés par an. Donc ça aussi, c'est très utile. Qu'est-ce que l'on a? On dépend de la Confédération de Lyon, puisque nous, on ne dépend pas du tout de Paris. Hein. On dépend de la Confédération de Lyon qui peut aussi assurer plusieurs fois par an des croquettes ou des litières ou ce qu'il nous manque vraiment. Et il y a des gens qui apportent régulièrement au refuge des couvertures, des jouets. On a aussi, là on n'en a pas eu depuis longtemps, mais on a aussi les portes ouvertes. À chaque fête, Noël, Pâques, on a les portes ouvertes où on met en vente du matériel tout neuf
pour les animaux, et qu'en échange, bon, ben, les gens les achètent, bien sûr. Ils ont une collation, ils ont du café, ils ont une boisson, et ça marche aussi très, très bien. J'ai l'impression que j'oublie pas mal de choses, mais comme on a des gens que je connais dans les invités, s'ils veulent préciser, Justine notamment, ce que je peux oublier, ce sera bien volontiers. Donc, J'en profite de ce qu'on parle de dons aussi pour signifier que voilà, nous, dans l'association comportementaliste pour tous, on propose, enfin, on accepte, on va dire, les dons, et que tous les dons de la soirée là seront reversés au refuge de Sacet. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des dons. je vous en remercie beaucoup. Pour, Alors, avec plaisir, si on peut aider non, un peu, bah, hein. c'est sympa. Oui, on a un peu survolé les bénévoles. Donc, on a une Oui. dizaine de salariés. On ne peut pas fonctionner sans les bénévoles. Ça, c'est très clair. Donc, les bénévoles s'inscrivent. Ils peuvent s'inscrire soit pour l'entretien des box le matin. Donc, ils peuvent s'inscrire pour les promenades des chiens l'après-midi. Ils peuvent s'inscrire pour la calinothérapie des chats, des chiens également. Pour l'entretien, pour donc entretien, bricolage, pour l'entretien des espaces verts, pour le toilettage également. Nous en avons qui viennent toiletter les chiens, parce que c'est vrai qu'un chien propre et toiletté fait plus envie qu'un chien un peu crade, comme on en a avec la boue ces derniers temps. On a vraiment besoin des bénévoles, hein, vraiment. Par contre, ce n'est pas à n'importe quelle condition. C'est-à-dire que quand c'est l'entretien des box, les bénévoles ne sont jamais tout seuls, bien sûr, ils sont toujours avec un des salariés. Et dans les promenades, il y a une charte des bénévoles qu'ils doivent lire, qu'ils doivent vraiment à laquelle ils doivent vraiment souscrire, parce que quand on voit des bénévoles qui lâchent les chiens en dehors des box ou qui ne les attachent pas dans les box, il y a toujours le danger qu'un autre chien passe, et ça, c'est pas possible. Donc, on demande aux bénévoles de vraiment lire et signer la charte des bénévoles. On a des petites formations aussi. J'en ai fait une avant le premier confinement sur les signaux de communication, parce que c'est très important pour un bénévole de comprendre aussi le comportement d'un chien. On organisera d'autres formations dès qu'on aura plus la possibilité. Oui. Et ça, c'est les bénévoles les demandent, hein. Bon, en plus, on est toujours à leur D'accord. service aussi, hein. S'il y a quoi que ce soit, ils nous en parlent. Et ils ont un Facebook spécial bénévole aussi où ils communiquent pas mal. Donc, mais un refuge a forcément besoin de bénévoles. Oui, c'est grâce aux bénévoles que ça Ça fonctionne, fonctionne aussi. tout à fait. Alors, pour moi, je pense que je vous ai posé toutes les questions Dans le désordre, hein, que j'avais. mais c'est fait. Un peu dans le désordre, mais Complètement. elles sont, on y est arrivé, donc il n'y a pas de souci. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou après, il y a peut-être quelques questions dans le chat. Disons que je crois que la force du refuge de Sacet consiste concerne les adoptions, les pré-adoptions, l'adoption au moment de l'adoption et les suivis d'adoption. C'est-à-dire que les gens vraiment ne se sentent pas, comme vous disiez tout à l'heure, bon, ça y est, ils sont débarrassés d'un chien, après, on n'a plus de nouvelles. Vraiment, ce n'est pas notre intérêt du tout que le chien revienne, parce que d'abord, c'est un traumatisme pour l'adoptant, mais la culpabilité souvent, mais pour le chien également. Parce que pendant quelques jours, il a vécu dans une famille heureux, enfin avec tout le confort possible, et il se retrouve à la case, au point de départ. Donc ça, il faut vraiment éviter à tout prix. Et je pense que là, on fait vraiment un travail sérieux là-dessus. Vraiment. Vous avez très peu, enfin c'est ce que vous disiez là, notamment avec le questionnaire que vous avez mis en place.
Vous avez aujourd'hui assez peu de retours. Assez peu parce que c'est ciblé. Alors si, on en a quand même quelques-uns, notamment quand la frustration du chien est mal gérée. Et mal gérée par le chien déjà, parce que bon, encore une fois, tout ce qui n'est pas interdit à un chien est autorisé. Donc il suffit, par exemple, le chien a l'habitude de ne pas sortir quand le propriétaire est dans la cour et que le portail s'ouvre. Le portail est ouvert, le propriétaire est absent. Donc on lui permet de sortir. Donc il s'en va. Et c'est tout comme ça. Pour un chien, quand il y a le maître, si vous voulez, il y a une interdiction. Mais quand, par exemple, vous déjeunez et vous laissez quelque chose sur la table. Le chien ne se servira pas tant que le maître sera là. Or, dans un groupe social au niveau hiérarchique, quand le supérieur hiérarchique s'est servi, le reste c'est pour ses subalternes, les autres. Donc, quand vous levez de table, c'est que vous avez fini pour le chien. Donc, il se sert. C'est tout à fait logique. Donc, vous voyez? Et ça, c'est mon chien a volé. Ben non, votre chien n'a pas volé. Vous étiez parti, il s'est servi, c'est normal. Alors maintenant, il y a de l'éducation, il y a du travail à faire pour qu'il ne se serve pas en votre absence. En fait, c'est très simple, un chien. Après, c'est autant. Oui. Et surtout. C'est autant l'éducation du chien que de l'homme, finalement. Voire peut-être plus l'éducation de l'homme, parfois. Oui, et des enfants en particulier, vraiment les enfants. En plus, un accident avec un enfant, nous, je sais qu'au refuge, on ne s'en remettrait pas. Bon, les parents encore moins, bien sûr, mais nous, on ne s'en remettrait pas. Et il y aura toujours un défaut de vigilance quelque part. On ne peut pas surveiller un chien 24 heures sur 24, ni un enfant. Donc, à un moment donné, on tournera le dos, et si l'enfant n'est pas éduqué, si le chien n'est pas éduqué, c'est là qu'il peut y avoir un drame. D'où la prévention en amont pour bien faire prendre conscience aux gens des risques et d'avoir les bons gestes dès le début, en fait. Tout à fait. Alors, ça a écrit un peu dans le chat, donc je vais peut-être commencer à poser des questions. Alors, donc je commence par le haut et puis je descendrai après. Donc, on a Daniel qui dit « Dans la suite du Malinois, le berger australien et depuis récemment le Shiba sont les nouveaux chiens à la mode. Chien de travail pour l'un et chien primaire pour l'autre, en recevez-vous » Berger australien, oui. Alors, on a des bergers australiens et certainement, la raison de l'abandon, c'est le dynamisme du chien. Un berger australien a besoin de travailler. Bon, alors, c'est dans mon club d'éducation canine, ils sont surtout là pour faire de l'agility, parce que c'est vrai qu'ils sont excellents pour l'agility. Mais quand vous ne faites pas d'agilité avec votre chien, il faut absolument, absolument lui procurer assez d'activité pour qu'il dépense simplement son énergie. C'est tout. Et c'est ce que les gens, malheureusement, ne font pas toujours. Ils arrivent à avoir donc des chiens hyper, hyper dynamiques et ingérables à la maison. Oui, c'est le malinois, le berger australien, ce sont des chiens qui ont besoin d'activité. Mais là encore, activité physique, oui, mais du coup, pas que, aussi activité intellectuelle dans la recherche. Ça. De toute façon, mais pour n'importe quel chien, ça va ensemble. Ça va ensemble. Dans mon club de socialisation, j'ai 14 hectares, donc ça aide quand même. J'ai fait faire des allées de chasse. J'ai beaucoup de gibier qui traverse la nuit. Et quand les chiens, parce que dans mes séances, il y a une activité de socialisation. Après, il y a une petite activité de travail avec les propriétaires. Et ensuite, il y a la balade en liberté, ce qui nous fait travailler le rappel. Et comme il y a des chèvres, il y a des chevaux, ça fait surtout travailler le fait qu'on n'a pas le droit de toucher. Et quand les chiens se trouvent dans mes allées de chasse, alors là, c'est le nez par terre et ça tourne et ça vire. Et là, ils reviennent. Mais comme me disent les propriétaires, pendant 3 heures, ils dorment après. Donc, les chiens ont besoin de pister, de chasser. Et ça, encore une fois, ça les fatigue.
Alors, donc j'ai une autre question de Maude. Bonsoir, il me semblait que les animaux errants devaient nécessairement passer par une huitaine de jours en fourrière avant de pouvoir être accueillis en refuge et être proposés à l'adoption. Oui, c'est pour ça qu'on a une C'est le cas, ça fourrière. passe forcément par la fourrière? Ah Enfin, d'accord. Au sein du alors, refuge, vous avez... on a fourrière. On est tous les refuges ne font pas fourrière. Toutes les fourrières ne font pas refuge non plus, mais nous, on fait les deux. Alors, on l'a un peu évoqué tout à l'heure. Dans les animaux qui arrivent au refuge de Sacey, on a donc les chiens errants. Donc, ils arrivent de deux choses l'une, ou ils sont identifiés ou ils ne le sont pas. S'ils sont identifiés, de deux choses l'une, ou on retrouve le propriétaire ou on ne le retrouve pas. Dans la mesure, et ça c'est vraiment un appel, quand vous avez un chien identifié, surtout quand il y a le moindre changement de téléphone, d'adresse, vous le faites, vous en informez l'ICAD. Parce que nous, on a souvent une puce qui n'est pas à jour. Donc, on peut toujours appeler l'ancien propriétaire. S'il a déménagé et s'il a changé de téléphone, on ne l'aura pas. Donc, on garde le chien une dizaine de jours et si le propriétaire ne s'est pas manifesté, au bout de ces 10 jours ouvrables, on les fait adopter. Alors, par contre, quand le propriétaire revient le rechercher, le souci, c'est qu'on n'a pas le droit de redonner un chien qui n'est pas identifié. Donc, s'il n'est pas identifié, parce que maintenant, avec Pet Alert, les réseaux sociaux, souvent les propriétaires reviennent chercher leur chien. On est tenu de le faire identifier avant de le leur redonner. Donc, ça va qu'on a des vétérinaires qui acceptent à peu près qu'on vienne surcharger leur emploi du temps avec nos chiens à identifier, mais on ne peut rendre le chien que identifié. Il est identifié au nom du refuge et au bout d'un certain temps, on fait passer l'identification au nom du propriétaire. Quand un chien est adopté, on attend toujours un mois avant de faire passer l'identification au nom du propriétaire, pour être sûr que tout se passera bien. Parce qu'un chien, quand il arrive chez quelqu'un, il peut mettre entre 3 jours et une semaine avant de se sentir chez lui, et c'est là que l'éducation et les interdits jouent. Oui. Pardon, j'ai mon chat qui essaye de monter sur, sur l'ordinateur. Merci pour toutes ces explications, parce que c'est vrai qu'en plus, la fourrière, on ne connaît pas toujours comment ça se passe. Et puis, c'est vrai qu'on ne pense pas toujours à mettre à jour ses coordonnées sur, Ah oui, ça c'est sur vraiment l'ICAD, parce que voilà, c'est vrai qu'on le fait pucer et puis après, on a tendance à un peu oublier, donc, alors que c'est vraiment très important. Alors, j'ai Michel qui demande où se trouve le refuge. Ah ben ça, je peux Exactement, alors répondre. dans le Ça, 43. je Voilà. sais. Et alors, on est dans le Loir-et-Cher, on est en Sologne, et comment vous dire, on n'est pas très loin de Blois, pour ceux qui connaissent, et de Contres, pour ceux qui connaissent encore mieux. On est donc à Sacey, qui est un petit village. Vraiment, le refuge est perdu au milieu de la campagne, hein, quand même. Hein, parce que bon, il y a des aboiements, donc les maisons sont assez loin. Donc apparemment, ça ne gêne personne. Hein. Donc dans le Loir-et-Cher. On a un site, hein, Ensuite, c'est j'ai refuge de Sacey, hein, si les gens veulent un peu plus de renseignements. oui, on refera une petite publication après où on remettra le site internet, comme ça, voilà, les gens pourront aller voir sur votre site directement et avoir toutes les infos. Ensuite, j'ai Mylène qui dit bonsoir. Serait-il possible d'en savoir plus sur la création du refuge? Avez-vous eu des aides de collectivité, que ce soit terrain, bâtiment, etc. Alors, c'était en 1953. Non, je n'étais pas née. Donc, je sais qu'au début, je sais qu'actuellement, on est propriétaire du terrain. Mais je pense que la mairie à l'époque, en fait, les mairies ont besoin de fourrières et de refuges. Parce que ferait-il de leur chien errant? Donc ça devient… donc rapidement, c'est devenu un problème pour les mairies. Donc, je pense qu'il y a eu un coup de main très, très important de la part à l'époque
de la mairie pour l'attribution de ce terrain. Après, je sais qu'on en est propriétaire. Je sais également, pour en avoir vu des photos de l'époque ou des témoignages, que les chiens, c'était une niche et puis une chaîne, hein. Alors que maintenant, bon, on a des chalets, on a des bâtiments, on a des bâtiments chauffés, on a vraiment des espaces dédiés aux chiens et aux chats. Donc maintenant, c'est devenu quelque chose de tout à fait, et pas triste du tout. Et les gens me disent souvent, on ne veut pas y aller parce que c'est triste, mais c'est pas triste du tout, hein. Quand un chien est dans un chalet, il est souvent mieux qu'à la tâche dans la cour de son propriétaire, hein. Donc, enfin, ce n'était pas la question. Donc la question était, au début, c'était en 1953. Et il y a eu des aménagements en fonction des dons et des legs. C'est surtout les legs, hein. On a un leg de plusieurs milliers d'euros, on arrive à faire des travaux très importants. On a fait des travaux d'assainissement, on a fait des travaux vraiment très, très importants, hein, ces derniers temps, hein. On a des Là, sponsors aussi. On a des sponsors, donc ce sont des entreprises qui nous versent une petite somme ou une certaine somme pour avoir un panneau de publicité dans notre refuge. On a eu un truc vraiment super. C'est c'est un restaurant. C'est le restaurant de l'école à Pont-le-Voix, si ma mémoire est bonne, qui nous a fait au moment du confinement et encore maintenant, qui a fait des paniers repas. Et sur chaque panier repas, il y avait 2 euros qui étaient attribués au refuge. Et bien, je vous assure que ça a été par centaines d'euros, hein, les dons qu'ils ont faits, hein. Donc, vous voyez, des petites initiatives comme ça, finalement, c'est très, très, très utile. Très utile. C'est ce qui nous permet de tenir, en fait, hein. Alors, j'ai Patricia qui demande également, est-ce que les frais vétérinaires et les croquettes sont à la charge des familles d'accueil? Alors, ça dépend. Ça dépend. Moi, je suis famille d'accueil et bon, je suis encore en activité, je suis enseignante, donc je prends à cœur de payer les frais vétérinaires et une grande partie de la nourriture. Pour nos familles d'accueil, c'est un accord que l'on a avec eux. S'ils peuvent le faire, c'est bien. S'ils ne peuvent pas le faire, je pense on peut fournir quand même de la nourriture. Quant aux frais vétérinaires, il n'y a pas de frais vétérinaires sans notre validation. Donc, on a un vétérinaire aussi à Sacey. Là, pour le moment, elle n'est pas là, mais ça veut dire que les vaccins, les identifications étaient faites à Sacey. Donc, déjà, la famille d'accueil n'avait pas cette charge-là à payer, hein. Donc pour le moindre problème de santé, dès qu'il y avait quelque chose, la famille d'accueil passe par vous Oui. pour Bon, sauf, emmener chez le attendez, vétérinaire. Oui, imaginons sauf qu'il y ait une cas urgence. urgent. Ouais. Ah oui, 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 passe par nous parce que disons, bon, D'accord. on connaît quand même le chien, on a donc des soigneurs qui s'y connaissent bien, on a le vétérinaire, donc on peut répondre. Alors, si jamais il y a besoin d'aller chez le vétérinaire, on repasse par nos vétérinaires à nous. Comme nos familles d'accueil en général sont locales, on repasse par nos vétérinaires à nous et effectivement, nous réglons les factures, il n'y a pas de souci, hein. D'accord. Alors Patricia demande également, avez-vous des bergers hollandais? Oui, on en a eu des croisés bergers hollandais et je pense que la personne qui demande qui pose la question connaît le caractère du berger hollandais, qui est un peu, disons, comment dire, individualiste, hein. On a eu des Kangals aussi. Les Kangals, vous savez, les bergers d'Anatolie. Et ça posait aussi beaucoup de problèmes. Donc ça va qu'on les a tout de suite fait passer dans des familles d'accueil compétentes, parce que ce genre de chien qui pèse adulte, quoi, 80 kilos, c'est pas à mettre non plus entre toutes les mains, hein. Mais oui, le berger hollandais, on en a eu. Et on arrive à les faire adopter par des gens, justement, qui connaissent ce genre de chien ou qui se renseignent, en fait.
Même si vous ne connaissez pas la race d'un chien, vous vous renseignez, et après, vous voyez vraiment qu'est-ce qui peut se passer. Parce que tous les bergers hollandais ne sont pas têtus ou individualistes, hein. Mais en général, c'est des chiens qui sont un peu plus compliqués que les autres bergers. Et puis, il faut se dire aussi Ensuite, j'ai que Valérie. Pardon. Attendez, si un chien a été abandonné, ce n'est pas un hasard non plus, hein. C'est qu'il posait des problèmes. Donc, ces problèmes-là, on peut en régler la plupart, mais il y en a qu'on ne connaît pas et qu'on ne découvrira que quand le chien sera face à une réactivité de ce problème. Donc, réagira comme peut-être il réagissait avant, hein. Donc, c'est vrai que quand un chien a une race, bien sûr, il peut développer les caractéristiques de cette race. Alors, quand c'est un bâtard, il peut développer les caractéristiques des 2 ou 3 races dont il est issu, mais il peut aussi y échapper complètement. Donc, il ne faut pas non plus dire que c'est un berger australien, donc il est hyper dynamique, c'est un berger hollandais, il est têtu ou individualiste. Peut-être que oui, mais peut-être que non aussi, hein. Il faut lui donner quand même une chance, hein. Oui. En avoir conscience, mais pas se baser Voilà. uniquement là-dessus. Non, non, pas se baser uniquement. Mais c'est comme les pathologies. Vous savez que certaines races, surtout les races, les hyper-races, les races complètement fabriquées, ont des pathologies, comme par exemple le boxeur, le Doberman ont des problèmes cardiaques, les faces plates comme les bulldogs, les pékinois ont des problèmes au niveau des yeux, au niveau de la respiration. Ça, bon, je ne vous apprends rien. Et d'ailleurs, paraît-il, ça faudrait confirmer, qu'ils sont en train de penser à une race européenne de bulldog qui aurait un museau plus allongé pour justement mieux respirer. Donc, je ne sais pas si quelqu'un est au courant. Moi, on me l'a dit, donc je demande à voir, mais ce ne serait pas une mauvaise idée. Et donc, pareil, un chien croisé peut malheureusement hériter de ce genre de pathologie due à la race. Ensuite, j'ai Valérie qui dit « Bravo pour votre engagement. Combien de chiens avez-vous actuellement? Merci pour eux. » Alors actuellement, Valérie, on a 92 chiens et pour une capacité de 120, hein, et 42 chats pour une capacité d'une centaine, sachant que les chats, par exemple, là, on a des réquisitions de chats chez des gens qui ont le syndrome de Noé. Donc, je pense que vous voyez ce à quoi je fais allusion. Ce sont des gens qui récupèrent des animaux. Ils ne peuvent pas s'empêcher de récupérer des animaux. Ils n'ont pas les moyens logistiques de s'en occuper, ni les moyens financiers de le faire. D'où, franchement, quand on débarque dans ces familles-là, faut avoir le cœur bien accroché, hein, parce que c'est des animaux qui sont en mauvais état la plupart du temps. Donc, quand on fait une réquisition comme ça, on a souvent plusieurs animaux de la même famille, enfin famille humaine. Donc, eux, on peut les mettre ensemble. On a des chalets pour les chats, donc déjà, si dans un chalet, on peut en mettre 3, 4 de la même famille. Sinon, on les isole, on isole les chats. Donc déjà, on peut plus facilement mettre des chats ensemble que des chiens. Oui, je ne sais pas si c'est la question, Valérie, mais au niveau des réquisitions, la gendarmerie fait souvent appel à nous pour qu'on les accompagne en tant que professionnels déjà, les soigneurs pour récupérer les chiens, parce qu'un chien, surtout s'il est en mauvais état, peut quand même être assez agressif. Donc récupérer les chiens et puis constater, on fait un procès verbal et on porte plainte auprès du procureur de façon à ce que ces personnes-là et leurs familles n'aient plus le droit de détenir des animaux. Ça marche, le procureur en général nous suit. Malheureusement, il y a toujours le biais que l'animal, quand il est identifié, soit au nom d'un tiers. Les gens récupèrent quand même, s'ils le veulent, des animaux par des biais, hein. Mais maintenant, depuis 2 ou 3 ans, je dirais que la justice est vraiment sensible à la maltraitance animale. Et dans chaque gendarmerie, il y a un gendarme qui est affecté justement
à la réquisition des chiens, à l'information, et ça, c'est récent. C'est vraiment très récent. Donc vous avez un contact privilégié, on va dire, avec un gendarme en particulier de la région ou Avec de les la ville. gendarmeries en général, c'est-à-dire que bon, on communique beaucoup d'informations à ces gendarmes-là. C'est souvent m'ont-ils dit, des gendarmes volontaires, hein. Donc, ils connaissent bien D'accord. les animaux, mais ils ne connaissent pas forcément les comportements, les signaux de communication d'autres races, et y compris quand un chien, encore une fois, est maltraité ou souffre. Et donc, c'est là qu'on est très utile. Parce on peut les aiguiller, on peut leur dire attention, faut pas prendre ce chien comme ça, mais plutôt comme ça. Euh, et puis souvent pour un chien, tout dépend de ce qu'il a vécu, mais l'uniforme fait souvent peur, hein, à un chien. Mm. Donc ça aide aussi beaucoup. Et souvent, moi, je vais beaucoup sur les cas de maltraitance de chevaux. Parce que autant pour les chiens, les gendarmes pourraient se débrouiller, que sur un cheval, par exemple, ah ben, il a un gros ventre, ben, c'est qu'il est bien nourri. Non, il est plein de verre, le cheval, hein. Et donc là, c'est utile aussi d'y aller. Ouais. Donc, en fait, au sein du refuge, vous êtes aussi beaucoup dans justement, aller sur le terrain que ce soit pour aller voir les adoptants ou pour aller récupérer des animaux Tout à fait. dans le besoin. Tout à fait. Oui, Ouais. j'ai monté un service enquête maltraitance, hein. Donc, ça va de l'accueil de l'animal, alors le signalement des gens d'abord. On a des signalements par téléphone, on a des signalements par message, par courrier. Euh, Même quand c'est anonyme, si on a une chance de retrouver le plaignant, on le contacte pour avoir le plus d'informations possible. Alors, il y a quelques fois, malheureusement, c'est rare, on s'aperçoit que c'est un problème entre voisins ou que la représentation mentale de la bientraitance d'un animal ne correspond pas entre les voisins. C'est-à-dire que pour certaines personnes, si un chien n'est pas sur le canapé, c'est un chien qui est maltraité. Or, moi, je sais que j'ai des chiens, là, même quand il faisait très froid, j'avais du mal à les faire rentrer la nuit. Ils préféraient être dehors. C'était des chiens avec un poil du tonnerre, ils préféraient être dehors. Donc, on relativise les choses. On va quand même voir, à chaque fois, on va voir les gens qu'on accuse de maltraitance, mais au préalable, je préviens toujours la mairie qui envoie un policier municipal ou un agent communal rencontrer ces personnes-là. Parce que nous, on a juste le droit d'accueillir les animaux. On n'a pas le droit d'entrer chez les particuliers, on n'a aucun pouvoir concernant les particuliers. En revanche, le maire, lui, peut. Quand un animal est, est, est en état comment dire, en danger, le maire peut parfaitement bien appeler la gendarmerie appellera le procureur qui donnera l'autorisation de rentrer. Donc, quand un maire nous dit « j'ai pas le droit de rentrer », c'est pas tout à fait vrai. Il n'a peut-être pas le droit de rentrer comme ça, sauf s'il y a accord du propriétaire, mais il peut très bien rentrer avec l'accord du procureur. Et en général, les procureurs, si c'est justifié, donnent leur accord maintenant. Donc, donc voilà. Alors après, donc, quand on constate, on prend des photos immédiatement de l'animal quand il arrive au refuge et je porte plainte au nom du refuge au procureur qui fait un dossier et puis voilà. Alors ça met du temps, ça met beaucoup de temps, mais en général ça marche. Et ce qui permet aussi de récupérer un chien dont le propriétaire est détenu quelques années aux frais de la société. Merci pour toutes ces explications. Bon, il y en a Alors, j'ai peut-être d'autres Michel que j'oublie. qui demande. Oui, ouais, il y a pas mal d'autres questions. Donc, j'ai été voilà, à Michel donc, qui demandait tout à l'heure où était le refuge. Donc, elle dit OK, merci. Êtes-vous en contact avec des refuges en Bretagne, s'il vous plaît, qui sont comme le vôtre? Alors, en Bretagne, peut-être pas, mais on est en contact avec d'autres refuges.
parce que quand il y a, il y a un chien, disons, quand il y a... Quand il y a un chien qui est maltraité, souvent la personne disparaît quand on commence à s'intéresser à ce chien. Quand on arrive à retrouver sa trace, ou quand l'animal est retrouvé dans un autre département, comme avec la puce, on sait d'où venait la personne, souvent on nous contacte pour savoir si on était au courant, et donc on est en contact avec d'autres refuges. Merci. Il y a également des chiens qu'il fallait, disons, retirer rapidement en raison des mauvaises conditions de détention, qu'on peut faire passer à un autre refuge pour justement que le chien quitte le département. On a également des chiens qui ont atterri dans d'autres refuges et on va les chercher. En général, bon, c'est dans un autre département, mais on va les chercher là-bas pour qu'ils reviennent chez nous. Mais en Bretagne, à ma connaissance, non, je n'ai pas de contact. Mais s'il y a un problème particulier, on peut les contacter. C'est que la personne nous contacte, Michel. Parce que je pense que ce n'est pas un hasard s'il a posé... la même question. C'est pas un hasard s'il a posé cette question-là. Pareil, j'ai Marie qui demande si vous avez des contacts de refuge en Normandie cette fois. Pas spécialement, non. Plus, non plus. Non, pas spécialement, mais encore une fois, c'est... mais le mieux, si cette personne habite, Michel, en Bretagne, et puis l'autre personne en Normandie, allez visiter le refuge. À la limite, si vous pouvez vous inscrire comme bénévole, vous saurez exactement ce qui se passe dans le refuge. Parce que c'est vrai qu'une vitrine, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Et d'ailleurs, à propos de vitrine, je ne vais peut-être pas me faire que des amis, mais sur C8, il y a eu pas mal d'émissions sur des refuges parisiens, notamment, ou enfin des refuges nickel, où tout était beau, vraiment une logistique phénoménale, des salles vétérinaires, tout était vraiment beau. Et alors là, moi, ce qui me mettait vraiment en colère, c'est au moment d'une adoption, quand on voyait un petit gamin de 4 ans qui courait vers le chien, vous savez, comme la pub ralentie de Royal Canin, et qui enlaçait le chien pour lui faire un gros câlin. Alors là, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'on puisse faire ça. Vous vous rendez compte? Si, bon, je pense que ça avait dû être des scènes répétées, mais si jamais un enfant se met brusquement à sauter au cou d'un chien, ce que ça peut faire, alors montrer ça à la télé, franchement, j'étais vraiment outrée. On a, nous, au refuge de Sacey, une équipe de télévision qui va passer... attendez, je regarde mes notes quand même, il est temps. C'est sur FR3, c'est Tandem Images qui a fait un documentaire chez nous de février à octobre 2020. Quand je les ai rencontrés, j'étais pas encore présidente, et donc ils m'ont dit, ben voilà, on va faire un documentaire où on ne filmera sans humains que les animaux de leur arrivée à leur adoption. Je leur dis, ah bon? Mais je leur ai dit, mais quel est l'intérêt en fait? Eh bien simplement parce que bon, on voudrait changer un petit peu, avoir une approche un peu originale. Si vous voulez avoir une approche originale du refuge, au lieu de faire comme C8 avec des refuges ou de bisounours, vous filmez les soigneurs en plein hiver, quand ils ramassent les crottes des chiens en nettoyant les box avec un arrosoir parce que le tuyau d'eau est gelé. Ils font des centaines de mètres avec des arrosoirs. Ça, c'est la vie d'un refuge. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Eh bien, ils l'ont fait. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner parce qu'on n'a pas pu avoir d'avant-première, mais le 1er mars, si je me souviens bien, le 1er mars, après le film du soir, sur France 3, il y aura donc ce documentaire sur le refuge de Sacey. Et je pense qu'il ne devrait pas être tout à fait comme les autres. J'espère.
À voir, c'est pour bientôt, en tout Oui, cas, c'est pour 1er bientôt. mars, c'est pour bientôt. Alors j'ai Maud également qui dit: «Quels seraient vos conseils pour aborder un refuge privé comme le refuge de Sacet et revoir leur protocole de promenade qui présente des éléments peu compatibles avec les valeurs de notre formation et les vôtres également?» Alors déjà, c'est d'y aller soi-même, d'y aller par soi-même. D'accord? Donc je pense que c'est ce qu'a dû faire la personne. Bon, Je après pense qu'elle doit connaître, alors après, la chose la plus simple, c'est de faire partie du conseil d'administration. Il y a des assemblées générales dans les refuges. Présentez-vous. Je pense que c'est 6 mois d'adhésion. Au bout de 6 mois, vous vous présentez au conseil d'administration et là, vous pourrez faire changer les choses. Parce que si vous, petits bénévoles, vous dites ça ne me plaît pas, vous risquez fort de vous heurter à un mur. Parce que pourquoi est-ce que ça heurte vos valeurs? Ou parce que ça a toujours été comme ça, ou parce que bon, ça va bien comme ça. Mais si, à partir du moment où ça vraiment, il y a quelque chose de choquant que vous pensez, avec d'autres bénévoles, pouvoir faire bouger, faites partie du conseil d'administration. Et puis, vous êtes adhérent. Un adhérent, c'est quand même lui qui vote. Donc ça, aux assemblées générales, n'hésitez pas à le dire, à le formuler. Mais en fait, si ça se passe comme ça, c'est peut-être parce qu'ils n'ont jamais pensé que ça pouvait se passer autrement. Donc, plus il y aura de bénévoles et éducateurs qui s'y connaîtront et tout, plus la mentalité peut changer, je pense. Hein. bah, Maud répond: «Merci». Merci Oui, Elisabeth. mais c'est pareil, hein, comme je ne sais pas ce qui se passe dans ce refuge, et puis bon, en plus, je ne peux peut-être pas me permettre non plus de porter un jugement, ne serait-ce, surtout, bon, jamais un jugement de valeur, bien sûr, mais comment est-ce qu'on peut les aider? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont pas assez de bénévoles? Est-ce qu'ils n'ont pas assez de moyens? Est-ce qu'ils n'ont pas. Et puis, si c'est un refuge privé, je suppose qu'ils font quand même, ils sont quand même, euh, comment dire, ils font quand même partie d'une confédération ou autre chose, parce que le problème des refuges privés, c'est les legs. Si vous êtes un particulier, vous savez que l'État prend quand même 70% du leg. Or, quand on fait partie, comme nous, de la Confédération de Lyon, l'État ne prend que 10%, je crois. Donc, c'est très intéressant. Donc, je pense qu'un refuge privé ne peut pas s'en sortir s'il n'est pas, comment s'appelle, relié ou à la SPA de Paris ou à une confédération. Je ne sais pas, mais il me semble. Hein. Moi, je pense que voilà, ça a dû quand même lui donner des éléments De réponse? de réponse. J'ai Michel encore qui nous explique: C'est «Je le me suis même? trouvé une nuit Toujours le en». même? C'est toujours le même Oui, Michel? je pense que c'est une femme. Michel, deux Oh, L E, pardon. je pense que c'est une femme. Pas de souci. Oui, 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 qui nous dit: «Donc je me suis trouvée une nuit en retour du travail avec un chien qui marchait sur la route. J'ai appelé le 17 et j'apprends que cette commune n'a pas d'accord avec la fourrière. Que peut-on faire dans ce cas? Car je l'ai nourri, j'ai appris qu'il est connu dans le secteur et j'ai dû le laisser car pas possible de l'accueillir chez moi. J'ai 3 chats, dont un trouvé pendant le premier confinement. Merci». Alors, si c'est de nuit, normalement, toutes les gendarmeries ont, ont une astreinte, bien sûr, et il y a possibilité de conduire un animal dans un refuge. Parce qu'on a, enfin, notamment chez nous, on a une sorte de sas avec un code et que l'on change régulièrement, bien sûr, et les gendarmeries sont au courant. Je pense même, je sais qu'il me semble que c'est le cas chez moi, donc à Romorantin, qu'il y a même un personnel d'astreinte de la mairie. Mais bon, c'est sûr que quand on téléphone au 17, la gendarmerie peut dire bah non, on n'a personne ou on ne se déplace pas. Et dans ces cas-là, moi, ce que j'ai déjà conseillé, c'est si c'était possible, de laisser le chien pour la nuit dans la voiture et puis après de le ramener à la mairie le lendemain. Parce que en fait, nous recevons surtout les chiens qui viennent des mairies, puisque c'est avec elles qu'on a une convention. Donc, si un particulier trouve un chien, il faut qu'il se rapproche de la mairie, qui
emmènera, lui, le chien. S'ils n'ont pas de fourrière, parce qu'il y a quand même des mairies qui ont des fourrières, hein, qui peuvent garder le chien ne serait-ce que 24 ou 48 heures, le temps que le propriétaire se manifeste, si c'est un chien qui est en divagation. D'accord? Mais s'il n'a pas de fourrière, il nous l'amène directement. Mais malheureusement, quand un chien est récupéré la nuit, je ne sais pas si la gendarmerie vraiment… chez nous, elles le font, mais je ne sais pas si dans d'autres régions, elles le feront. Ça dépend aussi de l'envie, entre guillemets, Oui. des gendarmes et Oui, autres oui, c'est services exactement ça, de la motivation. faire, quoi. Mais quand vous C'est ça. récupérez un chien, il y a peut-être possibilité de le mettre dans un garage, de le mettre, si vous avez peur qu'il détériore votre voiture, il y a peut-être possibilité quand même de le garder, ne serait-ce que pour la nuit. J'ai Mylène ensuite qui dit « Merci pour vos réponses et tout ce que vous faites pour tous ces loulous. Une autre question concernant votre partie fourrière. Y a-t-il des spécificités administratives à réaliser par rapport à un refuge qui ne fait pas fourrière? Car beaucoup ne le font pas et je me demandais pourquoi. » Alors, ça, c'est une question un peu trop pointue. Alors, les formalités pour avoir une fourrière, c'est, disons, cette fameuse convention avec les mairies. Donc, où dans la région, les mairies ont besoin de cette fourrière, ou ils n'en ont pas besoin. S'ils ont eux-mêmes un chenil et qu'ils peuvent garder les animaux une dizaine de jours, après, ils mettront forcément l'animal dans un refuge pour le faire adopter. Et là, ils paieront une participation. Donc souvent, ils préfèrent payer une convention et tout de suite, disons, pouvoir mettre l'animal à la fourrière. Ça arrive. Alors maintenant, si la Mylène veut monter un refuge privé, c'est un peu compliqué quand même, hein, parce qu'il faut savoir de quel bien personnel les gens qui souhaitent monter ce refuge disposent. Il faut forcément un terrain, il faut forcément des bâtiments, il faut forcément des normes, parce que les normes, c'est très compliqué au niveau assainissement. Après, il faut avoir les fameuses subventions des mairies. Et ça ne se fait pas très rapidement. Donc, il faut vraiment avoir les reins solides pendant un certain temps pour pouvoir monter un refuge privé. Alors, le mieux, quand on monte un refuge, c'est de pouvoir faire pension. Là, au moins, on est sûr qu'il y aura des rentrées d'argent et que les gens récupéreront leurs animaux. Nous, on ne fait quasiment pas pension, sauf quand c'est des hospitalisations. Donc, quand ce sont les pompiers ou les gendarmes qui nous amènent les animaux, on sait qu'il y aura une hospitalisation de plus ou moins longue durée. Dans ces cas-là, on fait pension pour ces gens-là. Mais on n'a pas assez de place pour pouvoir faire vraiment pension. Alors, donc j'ai Michel qui dit « Merci pour toutes ces explications claires et pour votre engagement. » C'est encore Michel? Toujours Michel, oui. Elle demandait où était le refuge. Elle demandait justement où était le refuge pour savoir si elle pouvait proposer ses services. Ah donc, bien volontiers. Peut-être selon où elle est. Michel est dans le coin, oui, au contraire. Dès demain, 13h30, c'est bon. Voilà, vous avez rendez-vous. Donc alors un bénévole qui veut s'inscrire a un questionnaire, hein, voit dans qu'est-ce qu'il veut faire ou peut faire. Parce qu'il y en a qui, les chiens n'intéressent pas, mais plus les chats, ou l'entretien n'intéresse pas, mais plus les promenades des chiens. Et il a aussi une charte des bénévoles à lire, à signer, et puis on lui fait réciter le lendemain, bien sûr. Non, je plaisante, mais il faut vraiment qu'il s'approprie cette charte des bénévoles. Ça pourrait faire comme les scouts après. Hein, Non, mais simplement qu'on ait les mêmes valeurs, c'est tout. Hein. Oui, après, c'est normal de partager les mêmes idées, sinon ça peut poser problème à partir d'un moment. Oui, elle disait, alors elle est en Bretagne, donc c'est pour ça qu'elle demandait si vous aviez des contacts en Bretagne. Donc, malheureusement, elle ne pourra pas nous voir demain à 13h. C'était la question, justement. Elle est de Bretagne, mais voilà,
Elle est en Bretagne actuellement, oui. Et elle veut venir bénévole à Sassay. Non, justement, en fait, Ah elle bon, demandait où j'ai eu c'était peur. Sassay pour savoir si Ah, ça pouvait d'accord. être à Non, côté c'est de pas chez ça. elle. Mais Non, non, malheureusement, je pense pas du coup. le temps qu'elle arrive, avec le confinement, remarquez, les chalets, on a des box qui sont chauffés, hein, mais peut-être pas quand même. Il faut vraiment avoir une bonne motivation quand même. Là, c'est. Euh, bah après, je crois qu'au niveau questions, on est bon. Hein. Ah oui, autre chose aussi pour Oui, le refuge, c'est que tous les ans, on a quand même un contrôle vétérinaire, hein. Bah oui, forcément, hein. d'accord. Donc, c'est un vétérinaire Oui. qui est agréé, qui fait le tour du refuge pour voir si nos installations sont aux normes, si les animaux sont bien traités, dans quel état ils sont. Donc, il y a ça aussi, hein. C'est pas un de vos vétérinaires, ça. Ah ben C'est. non, ah ben non, c'est forcément un Ah vétérinaire oui, extérieur. d'accord. Comme quand pour nos chiens catégorisés, il faut obligatoirement qu'un vétérinaire comportementaliste vienne évaluer le niveau de dangerosité du chien. Vous savez, il y a 4 niveaux. Niveau 1, Oui. c'est pas, ça va, ça peut aller. Niveau 4, c'est un chien à ne pas mettre vraiment entre toutes les mains. D'accord? Et donc, on a, Mm. en fonction, quand c'est le niveau 1, c'est une évaluation qui a lieu tous les 4 ans. Quand c'est le niveau 2, tous les 3 ans. Quand c'est le niveau 3, tous les 2 ans. Et quand c'est le niveau 4, tous les ans. Et pour justement jauger un peu de l'évolution du comportement du chien. Et on a des chiens qui sont passés d'un niveau de dangerosité de 3 au niveau 1, parce qu'il y a eu le travail des soigneurs dessus. Donc là, c'est déjà, je veux dire, c'est une satisfaction. Mm. Oui, c'est sûr. Pendant que vous l'avez au refuge, avant l'adoption. Ah bah oui, 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 oui. Ah bah oui, forcément. Parce que l'évaluation comportementale, c'est pour les chiens mordeurs également. Oui. Les chiens catégorisés ont forcément donc une évaluation au niveau de la catégorie, ça, en fonction des critères morphologiques, ça c'est imparable, mais ils ont aussi une évaluation comportementale. Les chiens mordeurs ont une évaluation comportementale. Et là, Mm. là on a des chiens. On a eu un chien, un petit chien, je me souviens, qui est arrivé par le maire qui considérait qu'il était dangereux. Il était dangereux, donc il fallait qu'on le garde nous, qu'on l'évalue, et éventuellement, le maire se réservait le droit de le faire endormir si on considérait que ce chien représentait de danger. Le chien ne représentait pas de danger, sauf que c'était la frustration. C'était la frustration et surtout les mauvaises conditions de détention de l'animal. Donc, Et dans ce cas-là, comment ça se fait que ce soit le maire parce que le maire a qui le droit. décide Parce que le maire D'accord. a le droit de ne pas accorder l'autorisation à quelqu'un d'avoir un chien qui pourrait présenter un danger dans sa commune et le droit de retirer un chien qui présenterait un danger. Or, ce petit chien avait mordu. Donc, il avait mordu, donc il représentait un danger potentiel. Or, on s'est aperçu en creusant un peu qu'il avait des bonnes raisons, que n'importe qui aurait mordu à sa place. Et qu'en plus, c'était un chien qui supportait mal la frustration. Et ça a été dans un deuxième temps. La morsure initiale était parfaitement justifiée et c'est pour ça que le chien n'a pas eu d'évaluation, a eu une évaluation comportementale, mais il n'avait même pas de niveau, hein, même pas. Oui, parce que c'était vraiment lié à un À événement son contexte. déclencheur. Mm. Oui. Et à de la J'ai maltraitance, Maud, très certainement. oui. J'ai Maud qui demande quel est le coût d'une évaluation comportementale vétérinaire. Alors là, de mémoire, c'est quand même plusieurs centaines d'euros, hein. Oui. Oui, parce qu'elle dure un certain temps, hein. Elle dure bien 2 heures, hein. Moi, je me souviens avoir récupéré un Malinois. Il avait un arrêté d'euthanasie sur la tête, ce chien d'ailleurs. Et, et le maire a dit bon, ben, que si je le prenais moi personnellement, il suspendait l'arrêté d'euthanasie sous réserve d'évaluation régulière et comportementale. Et je sais qu'à l'époque, c'était il y a une douzaine d'années, à l'époque, c'était 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150 € 150
Oui, donc Valérie Mais demande ça, après, combien de temps de rééducation? c'est fonction des vétérinaires aussi. Hein. Faut demander un devis. Hein. Oui. C'est comme l'attestation d'aptitude chien catégorisé. Moi, mon club canin le fait passer je ne sais pas, moins de 50 euros, et il y en a qui demandent 300 euros. Hein. C'est pareil, hein, c'est un commerce. Hein. C'est un commerce. Donc, Oui. il faut demander des devis comme pour n'importe quelle prestation. Et il y a juste Valérie donc, qui demande environ combien de temps de rééducation. Alors, je ne sais pas si Valérie, tu parles d'un chien en particulier ou sinon pour peut-être Pour rendre un du chien chien. adoptable. Pour rendre un chien Oui, adoptable, voilà. c'est vraiment fonction du chien. Moi, le Malinois dont je vous parlais, qui avait un arrêté d'euthanasie, il m'a fallu 5 ans. 5 ans. 5 ans, et c'était d'ailleurs comme ça que je suis arrivée au club canin. C'était très, très drôle d'ailleurs. Ce chien était dangereux, donc les éducateurs de l'époque le savaient. Et il y avait 2 parcs à ce club canin. Il y avait et donc moi, il m'avait dit, ben, écoute, évidemment, c'est un brave chien, on le sait, mais qui était tellement réactif qu'on ne pouvait absolument pas prévoir sa réaction. Donc ce chien, ils m'ont laissé toute seule avec lui dans un des parcs et il faisait cours dans l'autre parc. Donc dans l'autre parc, il y avait une quinzaine de personnes qui faisaient des positions, qui faisaient du slalom, Et moi, mon chien faisait la même chose tout seul en liberté. Il a appris extrêmement vite. Et au bout d'un certain temps, j'ai eu le droit de rentrer dans le premier parc. Alors, quand les gens connaissaient le chien, ils s'écartaient. Donc, j'avais la moitié du parc pour moi toute seule et 15 personnes qui étaient bloquées sur l'autre partie. Et puis, bon, ben, dans un club canin, une fois que les positions, le rappel est à peu près acquis, les gens ne viennent plus. Donc, au bout de 1 ou 2 ans, il y avait des nouveaux adhérents qui ne connaissaient pas le chien. Et mon chien a fait partie des autres comme n'importe quel autre chien. Parce qu'il n'y avait pas d'a priori, il n'y avait pas de peur de ce chien. Et ce chien, bon, que je maîtrisais parfaitement bien, obéissait comme tout Malinois. Hein. Et ils sont vraiment faits pour obéir et obéissaient parfaitement bien. Le problème que j'ai eu avec lui, c'est qu'au début, il attaquait, c'était la prédation. Donc la prédation au niveau des chats, pas de socialisation au niveau des chiens, et les chevaux aussi étaient en danger. Et ça a été extrêmement long. Et c'est là que j'ai mis bien 5 ans à le rendre particulièrement sociable. Et je fais pension pour chiens. N'importe quel chien pouvait rentrer, un nouveau chien pouvait rentrer. Il n'y avait plus aucun problème. Mais ça a mis très, très, très longtemps. Et je me souviens pour les chevaux, pour les chèvres et pour les poules, c'était pas toucher beau chien, pas toucher beau chien, pendant 3 jours sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, avec la récompense à la clé. Et ça a marché. Hein. Ça a marché. D'ailleurs, c'est ce que je fais avec tous mes chiens. Hein. Tous mes chiens, maintenant, pourraient dormir à côté d'une poule ou d'un chat sans aucun problème. Enfin, presque tous. Il n'y a qu'une Charpey, malheureusement, que la prédation a été plus forte et que dès qu'un animal fuyait devant elle, elle s'en occupait. Mais tous les autres, ça a marché. Donc pour répondre à la question, ça peut marcher rapidement, comme ça peut marcher au bout d'un certain temps, ou ne jamais marcher. Après, il faut vivre avec. Il faut savoir, il faut connaître exactement les limites de son chien et vivre avec. Et puis être vigilant, surtout anticiper, être vigilant, comme ça on saura exactement quel type d'accident on risque de rencontrer. Mais avec vraiment de la vigilance, même avec un chien compliqué, on s'en sort très bien. Il faut juste apprendre les bonnes pratiques, les bons réflexes. Et surtout apprendre à lire son chien aussi, savoir à comment lui décrypter. Le chien vous décrit parfaitement, vous décrypte parfaitement. Il sait exactement ce que vous ressentez, parce que c'est vraiment des mentalistes de premier ordre. Quand par exemple, votre chien a fait une bêtise, il a fait pipi au milieu du salon, et que vous rentrez au bout d'un certain temps, il ne sait pas du tout pourquoi vous êtes furieux, mais il sait que vous êtes furieux. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir l'air piteux,
il va se mettre dans un coin, il va gémir, et vous allez vous dire, il sait qu'il a fait une bêtise. Pas du tout. Il sait que vous êtes furieux. En plus, les chiens ont développé un atout que n'ont pas du tout les loups, c'est le fait de pouvoir avoir des yeux de chien qui pleure, vous savez. Les muscles des yeux arrivent à se rétracter et ils ont des yeux de chien battu, par contre, c'est ça l'expression, que n'a pas du tout les loups. Et ça, c'est au contact des hommes. Et quand il fait ce regard-là, bah, vous craquez, hein, forcément. D'ailleurs, c'est rigolo parce que quand des gens voient un chien qui fait ce regard-là dans un box, ah ben regardez comme il me regarde, je suis sûr qu'il a un coup de cœur pour moi. Ben non, pas plus que pour celui qui est passé 5 minutes avant, mais c'est pas grave. Si vous voulez le croire, moi je veux bien, hein, on veut tout, hein, nous. Hein. Et il y a des chiens qui sont hyper comédiens, et ceux-là se font adopter très vite. Puis il y en a d'autres qui ont un passé, qui restent au fond, qui vous regardent passer sans aucune manifestation. Mais je ne sais plus pourquoi je vous disais ça d'ailleurs. C'était quoi la question, pardon? Si c'était par rapport au fait d'apprendre à comprendre son chien, décrypter, parce que eux nous décryptaient très bien, mais que nous, à l'inverse, si on devait apprendre à les décrypter. Donc, apprenez les signaux de communication. Non, il n'y en a jamais que presque 300, mais il y en a quand même qu'une trentaine qui sont vraiment indispensables à connaître. Hein. Indispensables. Merci beaucoup. On n'a plus de questions, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Bon, il y a eu voilà, beaucoup de gens voilà, dans le chat qui vous remercient aussi là, pour... Bon, voilà, si vous connaissez en plus. Non, non c'est marqué. Non, même pas. Oui, c'est pour ça, vous avez lu. Voilà, donc merci, vraiment merci beaucoup d'être venu ce soir pour cet échange qui est vraiment très, très intéressant. Je rappelle juste... Merci à tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout hein, et qui ont posé les questions. Hein. On en a perdu quelques-uns, je pense, mais on en a peut-être gagné, c'est peut-être pas les mêmes. Hein. On en a quand même qui sont restés, peut-être. De toute façon, c'est encore... vous le laissez sur votre site un certain temps, non? Oui, l'enregistrement, on va le mettre sur YouTube, normalement. Donc, voilà, les gens pourront y accéder après quand ils veulent. Voilà. Et juste, je rappelle, si vous voulez faire un don ce soir, donc n'hésitez pas et ça sera reversé donc, au refuge de Sacey. Donc, voilà, n'hésitez pas, allez-y. Et de toute façon, voilà, je mettrai, donc, on mettra l'association dans en même temps que la vidéo qu'on la publiera sur YouTube, on mettra les informations du refuge si les gens veulent après vous contacter directement ou quoi. Voilà, il y aura toutes les infos nécessaires. Merci. Merci à vous. Merci Elisabeth, merci à tout le monde d'être venu. Et voilà, juste petit rappel, si ça vous intéresse, dans 15 jours, on a une conférence et des mini-coachings donc sur la relation entre deux chiens, comment créer une relation épanouie entre nos deux chiens. Donc voilà, si ça peut intéresser des gens, n'hésitez pas à venir. Bien. Les inscriptions seront à quel moment? Pour les inscriptions Alors, on met tout sur Facebook. D'accord. On met sur Facebook, en fait, les inscriptions, ça sera comme pour actuellement pour l'interview. C'est-à-dire qu'il y a un lien et après, on s'inscrit et puis la personne recevra un mail avec le lien directement pour le jour J de la conférence. J'avais assisté à une de vos conférences en décembre et c'était très intéressant, surtout les questions qui étaient posées, les réponses qui étaient données, bien sûr. Hein. Donc, c'était vraiment intéressant. Merci. Puis encore merci d'être venu ce soir. Et au plaisir peut-être d'une prochaine interview. À bientôt. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.